Stop acting so small, because you are the universe in ecstatic motion. On est ravis d'être avec vous, dernier après-midi du festival et première conférence de cette dernière après-midi. Cette session, elle est sur l'engagement dans les médias, sur des médias engagés. Et donc le meilleur moyen d'en parler, c'est d'inviter ces médias. On est hyper fiers et heureux d'avoir pu le faire avec un super panel cet après-midi qu'on va animer Marine et moi. Je vais laisser Marine se présenter et ensuite introduire ceux qui vont vous parler et qui sont tous à la tête de médias très engagés et que vous connaissez probablement déjà pour certains. Merci Maxime. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marine Douche, je suis la cofondatrice de Médiane. Médiane, c'est un centre de ressources et un studio qui accompagne au quotidien des médias engagés. On accompagne à la fois des médias qui sont en train de se lancer et également des médias qui accélèrent et qui sont aujourd'hui à taille nationale ou européenne. Et notre jeu, c'est vraiment de donner les clés pour justement défendre un journalisme engagé. Donc on est très content d'être là aujourd'hui. Maxime, peut-être un petit mot sur... Oui, moi je suis Maxime, du coup je suis vice-président produit pour Politico. Politico, c'est un média qui suit l'actualité politique européenne, qui a été créé initialement aux États-Unis et qui existe maintenant en Europe depuis 2015. Et je propose maintenant d'accueillir nos intervenants pour commencer cette session. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir le rédacteur en chef de Street Press, Mathieu Mollard. Merci de les accueillir. On a Marie Barbier, cofondatrice et co-rédactrice en chef de la Déferlante. On a Antoine Patinet, qui est le Chief Digital Officer d'IO Media. IO Media, c'est également le groupe qui détient Tétu. Et on a Dan, mais que peut-être certains ont déjà vu aujourd'hui, qui est le cofondateur de Climax. Mais on va revenir sur chacun d'entre vous. Merci de les accueillir. On va commencer par une première... Là, clairement, je fais du spoil sur les slides et sur la personne que je vais interroger en premier pour la première question. Vous êtes 4 cofondateurs ou 4 dirigeants de médias, cofondatrices d'ailleurs, de médias indépendants, engagés. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir à votre place aujourd'hui sur ce panel? Et je vais commencer par Mathieu. Nous, l'engagement, c'est dans l'ADN de Street Press depuis sa création. Je vais revenir un petit peu sur la création. Ça a été créé en 2010 par Joe, qui est toujours le dirigeant, le directeur de Street Press, qui est surtout mon voisin de bureau. Et quand il crée Street Press, il n'a pas d'argent, il veut faire un média. Il veut faire un média qui parle aux jeunes. On est en 2010, Brut, ça n'existe pas, Combini, ça n'existe pas, Vice n'est pas arrivé en France. Donc des médias qui parlent aux jeunes et qui ont des valeurs, qui défendent des valeurs d'engagement, des valeurs antiracistes, progressistes, qui donnent la parole à des gens qu'on entendait encore moins qu'aujourd'hui dans les médias, les habitants des quartiers populaires, les personnes racisées, les exilés, tous ces gens-là, ils sont très peu dans les médias. Il veut faire un média qui leur donne la parole. Il n'a pas d'argent. Il va voir une banque. Il dit « j'ai une super idée, je voudrais faire un média ». Le banquier, il rigole. Il lui prête pas d'argent. Donc, il retourne voir son banquier et lui dit « en fait, j'ai menti, je voulais pas faire un média, je voulais refaire ma salle de bain ». Vraie histoire. Et il fait un crédit à consommation et il prend 5000 balles. Et Street Press se crée avec les 5000 € de ce crédit à la consommation et 5000 autres euros qu'il réunit en demandant à 3 copains de mettre un peu au pot. Et l'universitaire Patrick Veil va lui prêter une chambre de bonne dans Paris. Ce sera les premiers bureaux de Street Press. Moi, j'arrive 1 an plus tard comme stagiaire à Street Press. Et voilà, il crée Street Press avec ça. Et ça, déjà, ça crée quelque chose dans l'ADN. Ici,
je sais pas, j'imagine dans la salle, et j'ai vu dans le festival qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde des startups. Souvent, dans le monde des startups, on cherche l'entreprise qui va exploser d'un coup et qui va permettre d'être une licorne et de faire des millions. StreetPress, c'est l'inverse de ça. C'est une entreprise c'est un média qui existe depuis 13 ans, c'est une entreprise aussi, et c'est une entreprise qui grandit par petits paliers chaque année. Aujourd'hui, on est 15 salariés, et on est à l'équilibre, grosso modo. Pourquoi on est à l'équilibre? Parce qu'on n'a pas de millionnaires pour boucher les trous. C'est un luxe de perdre de l'argent. Perdre de l'argent, c'est un luxe qu'on peut avoir quand on a de l'argent à perdre, quand on a les banques qui nous suivent, quand on a des millionnaires qui bouchent les trous. On n'a pas ce luxe-là, donc on doit être à l'équilibre. Mais on fait aussi ce projet pas spécialement pour gagner de l'argent. Bien sûr, on est salarié, je suis très content d'être payé pour faire ce travail-là, et j'ai envie d'être payé, je ne fais pas du bénévolat, c'est important. Mais par contre, je ne pense pas devenir un jour millionnaire grâce à StreetPress, j'en suis même à peu près sûr, et personne ne le pense, y compris celui qui l'a fondé, et y compris les investisseurs et les gens qui mettent de l'argent des fois dans StreetPress. Si les gens se disent « Ah, je vais mettre de l'argent dans StreetPress et un jour, ça va être revendu, racheté par je ne sais pas quel groupe et je vais faire beaucoup de sous », c'est un mauvais plan, ça n'arrivera jamais. Donc ce qui compte, c'est les valeurs qu'on défend. Et après, comment on fait pour avoir un financement qui nous permet de payer les salaires et de faire les enquêtes, les reportages, les documentaires qu'on fait. Et pour ça, c'est créer un modèle économique avec l'urgence de gagner de l'argent dès le départ, parce qu'il n'y en avait pas à brûler. Donc, au début, StreetPress fait de la formation. Moi, je suis arrivé en stage, je me souviens, on faisait des cours d'informatique pour les personnes âgées, parce que c'était un des trucs où les mairies payaient un peu, les boîtes disaient « Ah, vous êtes dans l'informatique, bon, vous savez utiliser les ordinateurs, formez les vieux ». On faisait ça rapportait un peu d'argent et ça finançait le média. Et on a gardé ce truc-là. Alors aujourd'hui, on ne fait plus de cours informatiques, mais on fait encore de la formation. On fait de la formation jeune. Au début, StreetPress, les premiers sujets en vidéo, on achète des caméscopes, on est 3 journalistes et on va dans les quartiers et on dit vous allez faire des sujets sur votre quartier. Nous, on va vous apprendre à les monter, à les écrire, etc. On va faire ça ensemble. Vous allez donner de votre temps, vous allez apprendre quelque chose et nous, on aura un truc à raconter, un contenu à proposer. C'était ça le départ de StreetPress. Et aujourd'hui, ça a évolué. Les journalistes sont professionnels à StreetPress. On travaille avec des journalistes pigistes qui sont payés, qui sont déclarés en salaire, etc. Mais il y a quand même cette idée de partir en permanence de la parole des premiers concernés. Après, on peut décliner ça sur tous les sujets, sur toutes les thématiques qu'on couvre. Mais la première chose, c'est de donner la parole aux premiers concernés. Avant même d'aller chercher l'expert international de quoi ou qu'est-ce, le meilleur expert d'une situation, c'est celui qui la vit. Et après, on fait de l'enquête parce que le but d'un média, c'est de vous emmener là où vous n'êtes pas, c'est le reportage, de vous révéler ce qu'on vous cache, ça c'est l'enquête, et des fois aussi expliquer ce que vous ne comprenez pas forcément ou aider à réfléchir. C'est l'interview, c'est les papiers de réflexion. Nous, on est plutôt sur les 2 premiers sujets, et donc on fait des documentaires. Je vous en parlerai tout à l'heure d'un documentaire qui s'appelle Rix, où voilà, c'est quelqu'un qui était au cœur des Rix dans les quartiers populaires, qui va écrire avec un journaliste ce documentaire. Quand on fait de l'enquête, on part des témoignages. On essaye d'aller au plus près du sujet et de révéler les choses qui se cachent. Et je pense que ça fait de nous un média engagé. Et je vais laisser la parole aux autres. Merci Mathieu. C'est aussi pour ça qu'on vous a tous fait venir et toutes aujourd'hui sur ce panel. C'est l'engagement à la fois d'un point de vue éditorial et économique. Je me tourne maintenant vers Marie Barbier, qui est la cofondatrice et la co-rédactrice en chef de La Déferlante, qui est un média indépendant, engagé, qui s'intéresse aux révolutions féministes. Marie, aujourd'hui, toi, comment justement pourquoi tu te sens à ta place aujourd'hui sur ce panel et comment se manifeste l'engagement aujourd'hui dans La Déferlante ? Alors, je pense que le premier engagement, j'ai les pris au cas où il y en a d'entre vous qui ne le connaissaient pas, La Déferlante, c'est ça. Donc, c'est un média papier qui raconte effectivement les révolutions féministes en cours. Et je pense que le premier engagement commun, c'est celui qui nous unit. On est 4 femmes à avoir créé ce média. Ça fait 4 ans maintenant qu'on a commencé à y réfléchir. Et la première chose qui nous unit, c'est le féminisme, c'est-à-dire la conscience qu'on vit dans un système patriarcal qui oppresse les femmes, les personnes LGBT+, et toutes les personnes qui ne se sentent pas en adéquation avec la binarité de genre qui nous est imposée aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est le socle, c'est-à-dire c'est ça qui nous unit, les 4 cofondatrices, Emmanuelle Josse, Lucie Geffroy, Marion Pilas et moi, je vais les citer, comme ça c'est fait, et qui unit depuis également toute l'équipe qu'on a constituée autour de nous, les lecteurs et les lectrices, voilà, ça c'est le socle commun.
C'est pas n'importe quel féminisme, parce qu'on a tout de suite, nous, on s'est tout de suite positionné sur un féminisme intersectionnel, c'est-à-dire avec l'idée qu'il fallait raconter la multiplicité des oppressions, c'est-à-dire de non pas ne parler que du genre, mais également parler de la race et de la classe. Je vous donne un exemple très concret. On a fait un reportage sur les mules guyanaises, qui sont ces femmes qui sont en Guyane, recrutés pour rapporter de la drogue en France. Et en fait, si on ne voit que le genre, si on ne raconte que le genre dans cette histoire-là, on oublie une grande partie de l'histoire, parce que c'est des femmes qui sont femmes, mais qui sont également pauvres et qui sont également noires. Donc c'est important de pouvoir raconter également ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'être un média engagé, un média féministe ? Nous, en fait, on passe énormément de temps à penser et à essayer de se dire que tout ce qui est évident et à déconstruire, enfin même si ce mot est un peu galvaudé aujourd'hui, mais ça veut dire concrètement que la première chose qu'on a faite, évidemment, c'était en tant que revue papier, de réfléchir à l'écriture qu'on allait utiliser dans la revue. Évidemment, dans la déferlante, le masculin ne peut pas l'emporter sur le féminin, donc ça voulait dire réfléchir à une charte d'écriture inclusive. Donc on a contacté très rapidement des correctrices, Sophie Humfnung et Mélanie Tanous pour les citer, qui ont écrit ce qu'on appelle une marche, c'est-à-dire une charte d'écriture, qui depuis a voyagé, puisqu'elle a été utilisée notamment par Mediapart, et ça c'est aussi hyper intéressant pour nous de pouvoir être comme ça, un peu aux avant-postes de réfléchir à des choses comme ça. Voilà, donc qui est une charte qui est disponible, qu'on a mis en ligne sur notre site internet si vous avez envie d'aller la voir. Ça veut dire aussi réfléchir à une iconographie inclusive, parce que la question des représentations aujourd'hui, elle est très importante dans la façon dont on représente les femmes, les minorités de genre, parce qu'on voit bien que les femmes grosses, les femmes noires, elles sont très peu représentées, qu'il y a un enjeu très fort là-dessus, et c'est quelque chose qu'on questionne tout le temps, en permanence. Je vous donne un exemple. Dans notre prochain numéro, on a fait une rencontre entre Liv Stromquist, qui est une autrice de BD, et Mona Chollet, l'autrice de Sorcière, de best-seller Sorcière. Et notre directrice de la photo, Ingrid Millot, nous dit, mais en fait, Mona Chollet, si vous regardez les photos d'elle, elle est toujours prise à l'intérieur de chez elle. Elle est toujours assise, c'est-à-dire qu'on ne voit pas son corps en entier et qu'elle est toujours dedans. Et donc là, on a fait une photo de pied, dehors. Alors ça peut paraître anecdotique, mais en fait, c'est aussi une façon de se réapproprier l'espace public. C'est aussi une façon, à un moment donné, de dire qu'il y a d'autres images qui peuvent être montrées des femmes et des personnes LGBT. Les autres aspects aussi, c'est la question de l'accessibilité, c'est-à-dire de se dire que aujourd'hui, le féminisme a un vocabulaire qui peut parfois être un peu difficile à comprendre pour certaines personnes qui sont pas, enfin voilà, qui sortent un peu du côté infra-militant, et de partir du principe que cisgenre, que femmes trans, tous ces termes-là, eh ben, ils sont pas forcément compris par tous et qu'il y a besoin de les expliciter. Donc nous, on fait très attention à ça. En essayant de ne pas multiplier les notes de bas de page, c'est un grand débat dans la rédaction, mais de définir tout le temps. Et puis là, je rejoins ce que disait Mathieu à Streetpress, mais de multiplier les voix aussi, c'est très important, je pense, quand on est un média engagé, parce que avoir un média, c'est aussi détenir un peu de pouvoir et de savoir à qui on donne la parole, et de se dire que effectivement les premiers concernés sont toujours les premiers à qui on doit la donner, que oui, évidemment, si on écrit sur l'afroféminisme, eh ben, c'est important que ce soit une afroféministe qui l'écrive, que oui, c'est aussi important à un moment donné de réfléchir à qui prend les photos, à qui fait les illustrations, et je crois que la déferlante, elle a pu aussi donner un espace à des photographes, des illustratrices, des autrices qui en avaient très peu, qui avaient très peu de cet espace-là, en tout cas, ça a donné cet espace. Et juste une dernière chose avant de lâcher le micro, mais je pense qu'il y a un dernier aspect qui est très important pour nous, c'est l'aspect collectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule personne qui dirige la déferlante. On est 4 à la base. On a très rapidement mis en place un comité éditorial avec des chercheurs, des chercheuses, des journalistes, des activistes, avec tous cette idée de revaloriser les militances, de pouvoir réfléchir à plusieurs voies, aussi dans un but intersectionnel. Et là, on est en train de faire une levée de fonds sur l'ITA, et évidemment, cette levée de fonds, elle est participative, elle est inclusive, et avec cette idée de pouvoir aussi aller, on va en parler tout à l'heure, mais de pouvoir aussi, à un moment donné, appeler notre communauté à nous soutenir et de ne pas aller vers des gros industriels, mais pour rester un média militant 100% indépendant, de pouvoir faire appel aussi à celles et ceux qui nous lisent et qui nous soutiennent.
Oui, on va revenir là-dessus. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous avez aussi 4 exemples de médias qui incluent en fait cette dimension d'engagement à la fois d'un point de vue éditorial et d'un point de vue économique. Je me tourne maintenant vers Dan. Dan, qui est le cofondateur de TechTrash, mais également de Climax. Si les slides veulent bien fonctionner, sinon c'est pas drôle. Alors, je vais vous raconter un petit peu ce qu'est Climax avant de laisser la parole à Dan. Climax, c'est à la fois un fanzine trimestriel et une newsletter qui, montré en mouvement, qui s'intéresse à la révolution climatique en cours avec un certain sarcasme et un certain humour. Et je pense que c'est aussi votre marque de fabrique. On essaye. En fait, c'est vrai que, comme tu l'as rappelé, donc moi j'ai cofondé TechTrash il y a déjà quelques années avec donc, mon associé Lorraine Boudard. Et voilà, parce qu'on était passionné par le monde de la tech, mais on se disait, il y a quand même tout un tas d'absurdités qui sont dites, il y a tout un tas de projets qu'il faut critiquer. Et nous, on pensait qu'il n'y avait pas assez de médias qui le faisaient, donc on a lancé ce média-là. Et au bout de quelques temps, on s'est rendu compte aussi que le bullshit, j'en ai parlé ici ce matin, en fait, était aussi passé un peu du monde de la tech au monde de l'écologie et qu'il y avait beaucoup de greenwashing. Donc voilà, nous, on appelle ça c'est le bullshit de l'écologie. Il y avait énormément de greenwashing dans les communications des entreprises. Avec justement beaucoup d'entreprises qui avant se disaient agiles, digitales évidemment, et qui maintenant se disent toutes vertes. Et donc ça nous a un peu fait tiquer et on s'est dit tiens, il y a quand même un truc à creuser. Vraiment au niveau, il y a vraiment un besoin, il faut arriver à décrypter ça. Et après, je pense que Climax est aussi né d'une frustration qu'on avait nous en tant que lecteur, en tant que consommateur de médias. En fait, on avait vraiment cette impression que l'écologie, c'était toujours un truc plombant, toujours un truc chiant, toujours un truc hyper anxiogène. Et en effet, c'est évidemment quelque chose qui est très difficile à raconter, la crise climatique, la crise écologique. Mais nous, on s'est dit, en fait, pour engager les gens autour de cette thématique-là, pour leur faire réaliser qu'il y a une vraie problématique et qu'on a besoin de tous s'y intéresser, eh bien, il faut raconter l'écologie avec de la couleur, avec des récits qui sont originaux, qui peuvent être punk, avec des reportages qui vous emmènent rencontrer des gens qui vivent différemment. En fait, il faut arriver à vendre du rêve, entre guillemets. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec Climax, qui, comme tu l'as dit, Marine, qui est donc une newsletter à la base, et après qui est devenu un fanzine, donc un magazine, mais nous on appelle ça un fanzine parce qu'encore une fois, il y a ce côté un peu punk dans l'approche. Le fanzine, à la base, c'est vraiment les magazines punk faits par des gens qui ne sont pas des journalistes. Et aussi, on a vraiment, nous, cette envie-là, justement, de entre guillemets, se détacher du journalisme plus traditionnel, plus classique. Et ce n'est pas du tout parce qu'on ne le respecte pas, mais c'est parce que nous, on pense qu'on doit amener, en fait, une offre qui est différente, qui permet peut-être qui est un peu plus engagée, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, surtout, qui est en marge et qui peut-être permet à tout un tas de gens qui lisent déjà les médias traditionnels, mais de trouver autre chose, de trouver une autre proposition éditoriale. Et voilà, sur l'écologie, on pense que c'est vraiment essentiel. Et donc, on est très content pour l'instant d'avoir pu faire 3 numéros. Chaque numéro est une nouvelle aventure parce qu'à chaque fois, on fait une levée de fonds. On fait sortir un numéro. J'imagine que Marie, tu le sais, sortir un numéro papier, c'est énormément de boulot. C'est un travail dantesque. Mais on est hyper content. Et je ne dis pas que faire un média en ligne, ce n'est pas un gros travail. Hein. Mais c'est vrai que juste quand on a ce truc de faire un papier, en plus, une fois que c'est imprimé, on ne peut plus rien changer. Donc voilà, chaque nouveau numéro, c'est une aventure. En plus, nous, à chaque fois, on essaye de faire en sorte que chaque numéro se lise un petit peu comme un livre. Alors, l'idée, c'est surtout en fait de l'inscrire dans la durée, de ne pas faire quelque chose qui est daté et qu'on puisse plus lire dans quelques mois. L'idée, c'est qu'on puisse le ressortir dans 1 ou 2 ans et de se dire, tiens, il y avait tel ou tel article qui fonctionne toujours aujourd'hui. Donc voilà. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, plus ou moins. Je trouve que ça répond pas mal. On va avoir le temps surtout d'y revenir. C'est bon, un bon point. Pour poursuivre ce tour de table, on va maintenant écouter Antoine Patinet, qui est Chief Digital Officer d'IO Media. Tu vas nous expliquer un petit peu, mais surtout nous parler de Tétu, qui est finalement le média le plus ancien autour de la table aujourd'hui. Tout à fait. C'est vrai que si on doit interroger l'engagement de Tétu, je pense que c'est facile de répondre. C'est un média qui est né
l'inexistant. Enfin, il y a eu avant lui Le Guêpier qui a fermé, et puis il y avait plus de magazines LGBT. Donc il y a 27 ans, un peu plus peut-être maintenant, Tétu est né. Puis Tétu a été racheté par Pierre Berger, que tout le monde connaît là encore, mari et investisseur d'Yves Saint Laurent. Et Tétu a pris... Tétu, qui était un magazine vraiment militant, assez impertinent, assez punk, comme tu pouvais le dire, est devenu, au fil du temps, a fait rentrer la pub, et est devenu quelque chose qui, souvent, on entend, enfin moi j'entends dans des milieux militants ou d'extrême gauche, le Marie-Claire des PD. Et c'est assez... donc voilà, donc... Bon, il y a un moment où ça a arrêté de fonctionner, Pierre Berger a vendu, mais en fait Pierre Berger a écopé beaucoup de dettes tous les ans, et les personnes, il y a 2 personnes qui se sont succédées, qui ont racheté Tétu sans vraiment de vision, et qui du coup le revendaient 1 an ou 2 ans après, jusqu'à l'arrivée en 2018 d'Albin Servian, donc qui a été président de la French Tech à Londres, et qui, pour le coup, était engagé. Et était engagé dans le sens où, alors c'est marrant parce qu'on parlait tout à l'heure de Startup Nation, c'est la Startup Nation, mais avec une conviction quand même profonde, et la conviction que Tétu déjà devait exister, et que Tétu devait avoir une place dans le paysage, et que Tétu était un magazine qui était important et qui pouvait encore changer des choses. On parle quand même, donc 2018, c'était 5 ans après le mariage pour tous, un mariage pour tous que l'ancienne équipe avait très mal couvert parce qu'en fait, ils venaient d'apprendre qu'ils allaient être vendus par Berger. Et en fait, on peut se dire, bah, voilà, à partir du moment où on a eu le mariage pour tous, pourquoi Tétu se bat? Et ce qui est assez étonnant, c'est que ça concorde, je pense, avec un peu l'arrivée de la déferlante, c'est que Tétu se reconstruit sur des révolutions queer qui ont lieu aujourd'hui, avec tout un tas de... Voilà, en fait, on s'est battu pour le mariage pour tous, ça a été une sorte de finalité. Et le nouveau combat, c'est justement peut-être le patriarcat, l'identité, la transidentité, l'identité de genre. Et en fait, on a eu... comment dire, on a dû réinstaller un peu une ligne éditoriale, on a dû faire le... En fait, Tétu s'est relancé aussi avec l'aide d'un Ulule qui avait rassemblé 2500 personnes, 2500 anciens lecteurs. Et c'est vrai qu'on a eu du mal à faire le lien entre l'ancien lectorat et un nouveau lectorat qu'on pouvait conquérir, et ça nécessitait pas mal de temps, parce que les gens voulaient de l'ancien Tétu, et en même temps nous, voilà, étant des gens de notre génération, avec les convictions, avec l'engagement, on voulait tendre vers quelque chose de plus actuel, et donc il a fallu tester, il a fallu pour pas déstabiliser ses lecteurs, et puis c'était pas notre but. L'idée, c'est d'être un média qui soit intergénérationnel, qui soit lu par tout le monde, et qui puisse être à la fois un outil pédagogique, qui puisse être utilisé par les parents pour comprendre la sexualité ou l'identité de genre de leurs enfants, qui soit utilisé évidemment qui soit lu par les personnes LGBTQIA+, pour la visibilité dont on parlait, pour la représentation. Et où est-ce que je voulais en venir? Et donc ça a été quand même énormément de conversations, énormément d'aller-retour souvent dans les 2 premières années, je pense. Et puis un jour, je pense qu'il y a eu une sorte de consensus où on a dit, bah, en fait, on arrête d'essayer de faire plaisir à cet ancien lectorat, parce que le monde change et il faut qu'on change avec lui. Et en fait, ça a très bien marché. On a commencé par faire je dis on parce que c'était vraiment toute l'équipe, c'était une décision collective. On a fait 4 couves pour le numéro de Pride de 2021. 4 couves avec pour la première fois une femme trans en couve de Tétu, avec Oshi, une chanteuse lesbienne qui s'en prenait déjà plein la gueule, et en fait avec Wissam Belgassem, qui était une personne racisée, ex-footballeur, qui avait eu le rêve brisé. Enfin, si vous voulez, on a commencé vraiment ça a posé une pierre d'ouverture qui était hyper intéressante, et ça a été très bien reçu. On a fait, à partir de ce moment-là, on a changé le logo. C'était un Tétu en capitale. On est passé à un Tétu avec un point pour signaler qu'il pouvait y avoir tout ce qu'on voulait après le point, et que c'était un média pour tout le monde, et marquer la rupture. Et en fait, même nos lecteurs les plus fidèles et les plus âgés
qui avait plutôt le têtu très gai de l'époque en tête. On dit mais en fait on comprend très bien et c'est super. Donc vraiment ça a été une belle voilà. Enfin on était très contents parce que du coup on n'était pas menacé. Et au contraire on pouvait aller conquérir un nouveau public. Donc l'engagement de Tétu il est là-dedans et l'engagement de Tétu je pense qu'aujourd'hui c'est le seul endroit où les hommes et les femmes politiques viennent et sont interrogés uniquement sur les questions LGBTQIA+. C'est le seul endroit et c'est le seul média, et c'est parce qu'aujourd'hui on est concurrencé par plein de médias parce que les questions LGBTQIA+ s'intéressent, etc. Mais si on doit venir parler de questions LGBTQIA+, nous on interroge les gens sur leur programme, on leur demande, aux candidats au présidentiel, on demande aux candidats, on a fait, c'est quoi, les municipales, les régionales, bon, à chaque élection, on essaye de sortir quand même des grandes tendances, d'interroger des hommes et des femmes politiques et de les confronter en fait à leur programme, à leur bilan, et je pense que ça permet en tout cas, ça participe à changer le monde ou à les éclairer davantage, ou à leur montrer qu'il y a des gens qui sont là pour leur demander des comptes sur ce qu'ils font pour les personnes LGBTQIA+. Et en ça, je pense qu'on est toujours un média très, 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 très engagé. Et je ne sais pas si j'ai atteint mon temps de parole. En fait, du coup, je suis obsédé par le compteur. Oui, parce qu'on a des compteurs pour la salle qui nous indiquent le temps qui passe. Donc, non, c'était très bien. On a largement dépassé globalement le temps de la première question. Et c'était intéressant. Mais c'était hyper intéressant, donc c'est pas grave du tout. Et puis je vais poser directement la deuxième question, qui est liée à exactement ce que tu viens de dire quand tu parlais d'avoir trouvé la communauté, que la communauté a bien réagi. C'est une question que j'ai pour vous. Pour des médias très généralistes, j'ai travaillé au New York Times, on décrivait notre audience idéale comme une personne entre 25 et 75 ans, de tous les sexes, quasiment de toutes les classes. Bon, l'Amérique reste polarisée, mais en gros, c'est quand même une audience très, 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 très large. Vous avez tous, au contraire, cette envie de raconter des histoires spécifiques pour des populations spécifiques, ou en tout cas que d'autres populations s'intéressent à ces gens-là. À quel moment, comment vous définiriez le fait d'avoir trouvé votre communauté? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez commencé à d'abord écrire, produire et à pas forcément avoir une audience relativement large, et à quel moment il y a quelque chose qui s'est enclenché où vous vous êtes dit en fait voilà, là ça marche, on sait exactement, on le voit dans les retours, on le voit dans la façon dont les gens réagissent, on sait qu'on a touché les bonnes personnes? Est-ce qu'il y en a un ou une qui a envie de commencer par cette question? Je peux y aller. Lance-toi. Vas-y Mathieu. Il n'y a pas eu forcément un moment, mais un média, c'est vivant, c'est ce que tu racontais, c'est une évolution. Street Press, il y a 10 ans, c'était pas Street Press aujourd'hui, et j'espère que Street Press dans 10 ans ne ressemblera pas du tout à Street Press d'aujourd'hui, et peut-être sera mort, et ce ne sera pas très grave. Il y a eu plusieurs tournants. Je pense à deux choses qui nous ont été marquantes. C'est qu'à un moment, on s'est lancé dans... Enfin, on a toujours fait de la vidéo, mais à un moment, on a refondé notre approche de la vidéo. Et... sous l'impulsion d'un collègue qui s'appelle Mathieu Bidan, qui est toujours à Street Press, qui est comme moi arrivé en stage à Street Press, il a dit non mais la vidéo, ce qu'on faisait avant, c'était super, mais on va arrêter, on va faire autre chose. Et on s'est positionné sur du contenu de qualité dans l'image, dans le propos, qui parle et qui s'adresse aux personnes qu'on a envie de représenter, qui pour certains travaillent à Street Press, mais pas tous. Moi, je viens pas d'un quartier populaire et Street Press ne s'adresse pas qu'au quartier populaire. Mais c'était un des sujets dont on avait envie de parler. On savait que la vidéo était un truc qui marchait. Et voilà, on s'est mis à travailler notre audience, on s'est mis à travailler la vidéo comme ça. Et il a construit cette chaîne YouTube qui aujourd'hui est suivie par 300 000 personnes et qui fait 1,5-2 millions de vues par mois. Et qui nous a d'un coup donné une force de frappe. Ça a été l'un des pivots et sur lequel on s'est construit et qui nous a permis de maintenant faire du documentaire et de toucher une audience très large. La deuxième chose, c'est qu'à un moment, on s'est dit, nous, on a envie de faire bouger les lignes. On n'a pas envie de faire un média qui est neutre. Je ne crois pas à la neutralité dans l'information. On n'a pas envie de faire un média qui est équilibré, qui donne la parole à tous les bords politiques et à tous les points de vue. J'en ai rien à foutre de donner la parole à tous les points de vue. On a un point de vue, on le défend, on l'assume.
quand on arrive sur Street Press, on sait très bien qui parle. Ah oui, mais vous êtes plutôt de gauche, etc. Bah oui, d'ailleurs on vous le dit, c'est pour ça que vous le savez, on s'en cache pas. Et on s'est dit, comment on veut faire bouger les lignes? Il y a un truc qui fait concrètement bouger les lignes, c'est les enquêtes. Parce que quand on enquête sur du harcèlement dans une entreprise, quand on enquête sur des agressions sexuelles, quand on enquête sur des violences policières, ça déclenche des réactions concrètes, immédiates, tout de suite. C'est-à-dire que nous, on fait des enquêtes et des fois, la justice se saisit et ouvre une enquête judiciaire et il y a des procès. La semaine dernière, il y a eu le procès en appel de policiers qui avaient monté un groupe Facebook qui s'appelle TN Radio, où il y avait des milliers de fonctionnaires de police qui discutaient, qui tenaient des propos racistes sur un gigantesque groupe Facebook. Ce groupe Facebook, on en a révélé l'existence, ça a été extrêmement médiatisé derrière, ça a fait tous les 20 heures de France, et il y a eu un procès, et ça a modestement fait bouger les lignes. Et c'est ces deux piliers-là, le documentaire vidéo et l'investigation, qui sont les deux piliers sur lesquels on s'appuie pour faire de ce qu'on appelle de l'impact. D'ailleurs, tous les ans, on fait un rapport d'impact. On dit, voilà, on a sorti ça comme enquête cette année, et elles ont eu ça comme conséquence concrète, mesurable, quantifiable. Et après, on a un modèle économique qui est très pluriel. On vit... à la fois, on fait de la production de contenu pour des ONG, pour des entreprises. C'est un petit tiers de nos revenus. On a des aides qui viennent de fondations qui nous aident à financer des projets. Et puis, on vit grâce aux dons. Parce que Street Press, à la base, c'est gratuit. Parce qu'on se disait, on ne peut pas faire un média qui va parler des violences contre les exilés, des violences dans les quartiers populaires, et que les gens qui sont les premiers concernés ne puissent pas lire ce contenu, parce qu'on sait qu'à partir du moment où un média est payant, il y a une barrière sociologique qui se crée à partir du premier euro dépensé. Donc on voulait rester gratuit. Et on a évolué de gratuit à prix libre, c'est-à-dire dire l'information, ça a un coût, ça coûte cher, je suis payé, il faut payer mon salaire, donc faites des dons. Et donc voilà, c'est ça l'idée, et on l'a décliné. Dernière chose, et après je vais passer la parole parce que je déborde, est arrivée la dernière élection présidentielle. À ce moment-là, on s'est dit, tout le monde, tous les médias réfléchissent, qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'élection présidentielle? Et on s'est dit, non, mais il y a un truc, nous, ça fait 10 ans qu'on bosse sur l'extrême droite, on a une expertise, on fait de l'enquête, on est reconnu pour ça, et on va lancer une newsletter dédiée sur l'extrême droite. Elle s'appelle FAF, elle est entièrement gratuite. Vous allez sur n'importe quel article qui a trait à l'extrême droite sur Street Press, il y a un pop-up qui s'ouvre, vous rentrez votre adresse mail, vous allez recevoir toutes les newsletters consacrées à l'extrême droite. Et on fait de l'enquête, on fait du reportage. Le premier numéro qu'on sort, on révèle que des militants d'Éric Zemmour s'entraînent au tir dans une forêt. L'info est reprise dans les médias, on a des trombereaux de menaces, mais on est en plein Zemmour-Mania où tout le monde, il est partout. Et on rentre dans cette Zemmour-Mania, on y contribue d'une certaine manière, parce qu'on parle aussi d'Éric Zemmour à ce moment-là, mais on brise son agenda. C'est plus lui qui décide de quoi on parle, c'est nous qui décidons que... Et pendant une semaine, à chaque fois qu'il fout les pieds dans un plateau télé, de toute façon il y serait allé, l'une des 3 premières questions, c'est les mecs qui tirent sur des caricatures de juifs, de noirs, et qui collent des affiches pour vous, c'est pas un problème, et ça casse un peu le narratif. Et ça, les gens... ils le comprennent, ils adhèrent à ça, ils s'abonnent à notre newsletter et à la fin, ils nous font des dons pour la financer. J'arrête. Donc votre communauté, là où vous savez que en fait, vous avez probablement touché la bonne communauté, c'est que si elle vous finance et que vous hésitez encore aujourd'hui, c'est que pour l'instant, vous avez suffisamment de gens qui vous soutiennent. Il peut y en avoir encore beaucoup plus, faites des dons, mais en tout cas, ça fonctionne déjà aujourd'hui. Ça fonctionne, 200 000 euros de dons, si je ne me trompe pas, à peu près l'an dernier, et on espère plus l'an prochain. Dans quel ordre on continue? C'est libre, vous décidez. Je peux y aller. Alors nous, sur la communauté, en fait, elle était, si je puis dire, déjà constituée, parce qu'en fait, on commence à réfléchir à la déferlante, à créer un média féministe 2 ans après la déflagration MeToo. Et en fait, pour nous, c'était ça, c'est-à-dire toutes les personnes qui avaient été touchées par MeToo, qui à un moment donné s'étaient dit, il est en train, comme nous, on le sentait, il se passe quelque chose d'énorme, un bouleversement historique, et il faut le raconter. Toutes ces personnes-là étaient susceptibles à un moment donné d'avoir envie de lire la déferlante.
Ensuite, pour aller les chercher, ces lecteurs et ces lectrices, en fait, c'est venu très très en amont, puisque le premier numéro de La Déferlante est sorti en mars 2021, et 18 mois quasiment avant, en décembre 2019, on commence à faire une newsletter. Notre idée à l'époque, c'était simplement de raconter ce que ça voulait dire, enfin, comment est-ce qu'on faisait pour créer un média féministe papier en 2021, et de le raconter au début à quelques centaines de personnes, voilà, de raconter la première levée de fonds qu'on avait faite, les sujets sur lesquels on travaillait, le chemin de fer qu'on était en train de travailler, voilà. Et donc là, on est en décembre 2019. Mars 2020 arrive et le premier confinement, et on était à ce moment-là en train de rencontrer des dizaines et des dizaines de personnes, de créateurs des médias, pour savoir vers quoi on voulait aller, etc. Et finalement, ce confinement nous a permis de nous recentrer et de nous centrer notamment sur cette newsletter qu'on a décidé de faire gratuite, de faire de façon bimensuelle. Et c'est cette newsletter-là qui, la première, a permis de fédérer autour de nous à l'époque des futurs lecteurs, les futures lectrices. Et aujourd'hui, cette newsletter, c'est 30 000 personnes qui la reçoivent. On sait qu'on a des très bons taux d'ouverture, et donc cette audience-là, on a réussi à la toucher. C'est grâce à cette newsletter-là qu'on réussit, quelques mois plus tard, à la fin 2020, à faire une levée de fonds qui a très très bien marché, parce que, en financement participatif, on a fait un KissKissBankBank pour financer les premiers numéros de la revue. On avait comme objectif de réunir 80 000 euros, et au bout de 6 mois de financement sur KissKissBankBank, on s'est retrouvé avec 260 000 euros, et donc avec l'argent pour financer les premiers numéros. Et là, on a senti à ce moment-là qu'il se passait quelque chose, parce qu'on voyait bien qu'il y avait un engouement autour de la revue qui était assez important. Je pense que le fait qu'à chaque fois on prenne le temps aussi de faire toutes ces étapes-là, on a été assez lente finalement pour créer La Déferlante, et je crois que c'était important aussi pour nous, en tout cas, de penser tout ça et de savoir vers quoi on allait, d'être assez sûr de nous. Je relisais ce matin pour préparer cette conférence tout à l'heure, les premières newsletters qu'on a écrites. La première, c'est On se jette à l'eau, et en fait, on a fait ce qu'on disait à ce moment-là, quoi. C'était il y a 3 ans et demi, et toutes ces étapes-là, on les a, voilà. Donc, et peut-être juste une dernière chose, mais sur la question de l'audience, c'est aussi bon, il y a évidemment les réseaux sociaux sur lesquels on va de plus en plus, et sur lesquels on va de plus en plus aller, parce qu'on aimerait bien développer aussi des formats vidéo, et c'est aussi rencontrer les lectrices et les lecteurs, et ça pour nous c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Dès le début, on a été énormément sollicité par les libraires. La Déferlante est vendue en librairie, pour nous c'était très important de ne pas aller vers les kiosques, mais d'aller vers les librairies et les abonnements, et voilà, là on multiplie les rencontres en librairie depuis quelques temps, encore plus, et on voit que c'est vraiment très agréable pour nous de pouvoir rencontrer ces gens-là. Et on fait, depuis 1 an, on a recruté une directrice du développement et du marketing qui s'appelle Déborah Benzimra, et qui nous incite énormément à aller les rencontrer, à aller dans des festivals, à faire des événements de lancement qui marchent très très bien. Là, on a réuni au Rosa Bonheur 1200 personnes il y a quelques semaines, et voilà, de pouvoir à chaque fois événementialiser les sorties des numéros, et être à la fois sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire le contenu, de faire des conférences, de réunir, de faire venir des chercheurs, des chercheuses, des activistes pour parler des luttes féministes, mais aussi de faire la fête, et ça fait du bien. J'allais dire, tu parlais d'événements, c'est comme ça que moi j'ai entendu parler de Climax la première fois. C'est par rapport à un événement, c'est vrai ? Ouais. Bah oui, alors nous on essaye régulièrement de faire la fête aussi. C'est important pour réunir la communauté. Donc pour reprendre la question au début, alors nous, notre communauté, la communauté de Climax, elle s'est vraiment construite autour de celle de Tech Trash. Donc comme je le disais, on a monté Tech Trash, on a par la force des choses et de façon complètement organique, on a réussi à avoir assez rapidement 10, 15, 20 000 abonnés à la newsletter. Aujourd'hui, on est à 35 000 et on voit que c'est des lecteurs en plus qui sont hyper engagés, qui répondent souvent quand on leur écrit, enfin quand on leur envoie une newsletter. Et en fait, on a lancé Climax à partir de cette communauté, c'est-à-dire qu'en fait, on leur a dit, voilà, on lance un nouveau média, on leur a dit plusieurs fois, et abonnez-vous, c'est une newsletter tout d'abord, avant que ce soit un fanzine. Et donc abonnez-vous. Donc il y a déjà une partie des gens de Tech Trash qui sont venus, mais pas parce qu'ils avaient forcément une affinité avec l'écologie, enfin ils pouvaient en avoir une, mais c'était aussi surtout, je pense, parce qu'ils aimaient bien notre ton et notre façon de raconter les choses. Et en fait, pour eux, la promesse, c'était un peu
Ils vont raconter le climat comme ils racontent la tech, c'est-à-dire avec de l'humour, avec du sarcasme, avec des récits décalés, avec une façon originale de raconter les choses. Et en fait, voilà, aujourd'hui, tout ça, ça se poursuit dans le fanzine, et on voit bien que les gens qui nous lisent, alors c'est vrai qu'il y a aussi cette barrière du coût. Et là où je rejoins ce que disait Mathieu, c'est vrai que nous, on adorerait faire qu'un média gratuit et on le fait sur la newsletter, mais à un moment, on s'est dit, bon, si en plus on fait un format imprimé, on va être obligé de le vendre. Mais c'est vrai que ce format fanzine nous permet de raconter tout un tas de choses qu'on ne peut pas raconter sur la newsletter, et notamment donc déjà des choses beaucoup plus visuelles, avec des images, et encore une fois, des récits alternatifs. Je pense que c'est vraiment ça c'est comme ça que se définit notre communauté. C'est des gens qui sont passionnés par des récits alternatifs. Pour vous donner un exemple, dans le dernier numéro, on a une histoire sur des chars radioactifs. Donc des chars radioactifs qui permettent de détecter là où il y a des déchets nucléaires. Et donc en fait, voilà, c'est une expérience qui a été faite et qui nous parle, parce que c'est un peu absurde en fait de se dire, bon, il y a des chats qui sont radioactifs et peut-être dans 10 000 ans, c'est grâce à ces chats qu'on pourra voir où sont les déchets nucléaires. Et en fait, on trouvait ça assez génial, alors très cohérent avec notre sujet, et en même temps assez absurde pour intéresser même la personne qui en fait se dit, bon, bah, le climat, ça va être encore un truc qu'on me dit, c'est la contrainte. Et là, d'un coup, on raconte un truc un peu absurde avec des chats. Donc voilà, et visuellement, pareil, on essaie de le rendre cool, de le rendre pop en tout cas. Et en tout cas, dans les lecteurs qui viennent faire la fête avec nous, souvent, c'est ça les retours qu'on a. On nous dit, en fait, trop bien, enfin, j'ai des histoires autour de l'écologie qui me parlent, qui m'amusent, qui me font délirer, ou alors où je me dis genre, waouh, qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas qui m'interpellent. Et c'est vraiment ça, je pense, nous, notre façon d'embarquer notre communauté. Nous aussi, on fait des fêtes. On fait tous des fêtes. Aussi, d'ailleurs. Donc, gros point commun entre les quatre. Nous faisons tous des fêtes. Le ton, les fêtes, tous ensemble. Le financement par la communauté. Non, c'est vrai que ce qui est intéressant, enfin, dans notre cas, le magazine s'est reconstruit sur une communauté de lecteurs. C'était donc 2500 personnes sur Ulule, ça a ensuite été 2000 personnes sur Lita, qui sont devenus actionnaires du magazine et qui donc du coup est à hauteur de 200 000 €, je crois, donc qui ont un peu une voix au chapitre et qui sont des lecteurs qui sont venus parce qu'ils étaient fans, qu'ils étaient du coup engagés, qui pensaient que Tétu avait une mission sur cette terre, ou en tout cas en France, et donc ça crée quelque chose déjà d'assez fort. Et ensuite, comment aujourd'hui, et c'est toute la question qu'on s'est posée, et c'est un peu toute notre ligne éditoriale d'ailleurs, c'est vraiment de faire de Tétu un endroit, et on aimerait évidemment que ce soit beaucoup plus, mais on est une petite équipe toujours, mais de faire un endroit qui soit... tu parlais de neutralité tout à l'heure, je ne suis pas sûr qu'on soit neutre, mais en tout cas on essaye de parler à tout le monde et on essaye, sans être exhaustif, de dresser quand même, d'avoir une sorte de résumé ou de l'actualité LGBT en France et dans le monde, tous les jours sur notre site internet, et puis d'avoir aussi des papiers de fond, et puis d'avoir des enquêtes. Et là où nous, on a trouvé que finalement notre modèle fonctionnait, et où notre audience a finalement été réactive et où on nous a un peu montré qu'on avait gagné, c'est quand on est passé justement au moment du Covid à une stratégie presque 100% digitale, parce qu'on pouvait pas publier le journal. On est passé à une stratégie 100% digitale et on a commencé à mettre des paywalls. Et c'était des paywalls qui étaient à des tarifs plutôt... notre abonnement de toute façon est plutôt assez bas, et on va développer des offres qui le soient encore moins, justement parce qu'il y a une grande partie de la communauté LGBTQI, en tout cas il y a beaucoup de précarité chez les personnes LGBTQIA+, donc l'idée c'est vraiment qu'on puisse être accessible à tous. Mais tout ça pour dire que notre stratégie d'abonnement, elle a fonctionné. On a récupéré des abonnés qu'on avait perdus, qu'on peinait à retrouver depuis qu'on avait relancé le magazine. Et depuis, la courbe, elle fait ça. Et en fait, ça, c'est hyper gratifiant. Ça veut dire d'une part qu'on a des articles qui intéressent les gens, qu'on a une ligne éditoriale dans laquelle les gens se retrouvent, et on a surtout des abonnés qui rajeunissent un petit peu. Je veux dire, des gens qui ont investi, qui sont plutôt, je ne dirais pas âgés, je veux heurter personne, mais voilà, on a des gens aujourd'hui qui ont 25, 30 ans, qui s'abonnent à Tétu via le numérique, et ça c'est hyper gratifiant, parce que ça veut dire qu'on a gagné, ça veut dire que notre ouverture en termes de ligne éditoriale,
elle est remarquée et qu'on a réussi à refaire de Tétu, et on a encore du travail, et qu'on réussit en tout cas à refaire de Tétu une marque cool et qui peut peut-être à terme être même hyper jeune. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est des partis pris qui sont toujours, et surtout quand on part avec une base d'actionnaires et de gens qui nous soutiennent, qui ont un certain âge et qui ont connu une ancienne version, nous, ça a vraiment été du temps pour changer de stratégie et arriver à se libérer de ça. Et aujourd'hui, on fait évidemment de la vidéo, c'est quelque chose qu'on essaye de développer. On travaille également sur des newsletters. L'idée, c'est d'avoir une offre assez plurielle. Moi, je dis souvent, et c'était mon objectif quand j'étais à la direction de la rédaction, et je pense que ça l'est toujours, dans un monde idéal, on aimerait être le monde de l'actu LGBTQIA+, avoir autant de supports, autant de contenu, et être aussi exhaustif pour être vraiment une plateforme où on trouve tout ce qui peut nous intéresser et toute l'actu des LGBTQIA+, LGBTQIA+, du monde entier. Voilà. Ouais, c'est dingue parce que quand tu parlais, c'est dingue parce qu'on n'a pas préparé vos réponses à ce point-là, mais juste en termes il y a tellement de similitudes. Vous avez donné 3 montants de campagne qui sont quasiment les mêmes, en termes d'organisation de votre communauté d'événements. Et puis il y a aussi des stratégies différentes entre des médias qui se créent où vous allez directement, vous êtes à la création de cette communauté-là, et puis je dirais pour vous deux quelque chose d'un peu différent où en fait vous avez déjà un média existant avec Tech Trash, donc les gens suivent un ton mais s'intéressent doucement à un autre sujet, et puis pour vous, moi je me rappelle des couves de Tétu il y a 10 ans, ouais, c'était Matt Pokora, torse nu, c'était très gay quoi. Enfin, c'était fondamentalement un magazine gay, et aujourd'hui vous avez étendu et c'est génial que ça marche toujours autant quoi. C'est super intéressant. Tu veux poser la... Moi j'ai des milliers de questions pareil. Mais... non, j'allais dire justement que dans un quart d'heure on allait pouvoir vous laisser la parole dans le public aux questions-réponses. On va passer à la dernière partie des questions qu'on avait pu soulever ensemble, notamment justement comment vous mettez en pratique aujourd'hui cet engagement, à la fois d'un point de vue éditorial et économique, et notamment on va commencer par Street Press. Tu as abordé, Mathieu, justement la question du modèle de don. Je sais aussi que tu as une vidéo que tu as partagé. Si on peut lancer la vidéo. Et justement, vous pouvez regarder là à côté, speaker. Depuis ma sortie de prison en 2019, je me suis lancé dans un combat, mettre fin au RICS. Je le fais pour mon petit frère Sada, tué à coups de couteau en 2011. C'est mon vécu, mais je vais en faire quelque chose de bien pour sauver mes petits frères. Dans la saison 1 de RICS, j'ai parlé à des jeunes blessés et à des familles détruites dans ces guerres de cité. Mais il me reste trop de questions sans réponse. Trop de familles n'ont pas honoré leur mort. Alors je repars sur la route pour comprendre l'engrenage des RICS. On m'enlève mon petit frère de 19 ans pour une histoire de territoire. La rue, elle te tourne autour. Et en fait, même quand on part, tu pars de la rue, elle arrive à te rattraper. Tous les jours, tu rentres, tu sais pas si aujourd'hui tu vas te faire mêler, tu sais pas aujourd'hui si tu vas rentrer chez toi. Si tu vas rentrer chez toi, tu vas finir à l'hôpital. On va devenir quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va nous faire, tu vois? Moi, en tout cas, je me suis dit que si on m'attrape, au moment où ils vont se venger, c'est fini pour moi. Ma fille n'a pas mérité ça. Pourquoi? J'aurais voulu que c'est Ismaël qui m'enterre. C'est pas moi qui dois enterrer Ismaël. Donc ça, c'est le teaser de la série qu'on vient de sortir sur le YouTube de Street Press. Adama, qui incarne la série, qui l'a coécrit, il a perdu son frère dans une embrouille de quartier, une guerre de cité, on peut appeler ça comme on veut. Il a voulu se venger, il a tiré sur quelqu'un, il est allé en prison, il a été condamné à plus de 10 ans de prison, il a fait sa peine, il est sorti. C'est quelqu'un qui est de deux côtés de l'histoire, qui a été victime, qui a été coupable et qui, après ça, a monté une association qui intervient dans les quartiers, qui intervient dans les lycées, qui intervient dans les prisons pour faire de la prévention contre les RICS. Quand on l'a rencontré, on a d'abord fait un témoignage qui a fait plus d'1 million de vues sur Street Press où il raconte son histoire.
Et puis on s'est dit qu'on allait aller plus loin, on a fait une première saison qui a été coproduite avec France Télévisions et qu'ensuite on a décidé de continuer tout seul et on a fait cette deuxième saison. Cette série, elle a été tournée, financée intégralement par Street Press. On a eu un tout petit peu de CNC Talent, 40 000 €, donc ça rajoute un peu de sous, et puis des dons des lecteurs. Ça n'était pas hyper simple d'avoir des dons en amont sur ce sujet-là. En plus, ça touche des gens qui n'ont pas d'argent. Et qui n'ont en plus pas la logique du financement participatif, qui est une démarche hyper numérique dans le fonctionnement en France actuel. Donc ça n'a pas vraiment marché le financement. Et puis on a quand même, on est une entreprise, on a un peu de sous, on a décidé d'aller au bout de ce projet, on l'a fait. On a commencé à sortir il y a un mois ces épisodes. Depuis, chaque épisode dépasse les 100 000 vues. C'est un vrai carton. Et surtout, ces épisodes, au moment de la sortie, on a fait une projection dans une salle de cinéma qui était pleine, avec à la fois des gens qui suivent Street Press, certains sont de milieux aisés, d'autres des habitants des quartiers populaires, des assos qui sont venus, des gamins, des victimes qui sont venus. Et c'était vraiment un moment super et assez émouvant. Et ces vidéos, Adama, il les projette et il s'en sert comme support pour mener des ateliers de prévention dans les quartiers, de discussion. Ça va être projeté des centaines de fois partout en France. C'est en prison, dans des collèges, un peu partout. Il n'a pas la prétention de mettre fin aux guerres des cités définitivement, mais juste d'essayer de faire quelque chose. Et qu'il ait son histoire, plus les témoignages qu'on entend, parce qu'en fait, c'est des récits de violences, de victimes, de gens qui ont participé aussi. On n'est pas que dans un discours triste en disant voilà, j'ai été victime, j'ai souffert. Bien sûr, il y a ce discours-là. Il y a aussi des gens qui ont été de l'autre côté de l'histoire, qui se sont battus, qui ont été violents. Il y a des gens en prison, etc. Pour montrer, voilà, ces gens-là, tous ces gens-là sont les acteurs d'un drame pour lequel on a assez peu d'informations. Il y a très peu de chiffres existants. On ne sait pas combien il y a de morts en France, contrairement en Angleterre, où c'est un problème qui est pris en main très largement, où il y a des chiffres très précis, des statistiques, des budgets nationaux. C'est une vraie problématique nationale en Angleterre. En France, ça passe complètement sous les radars. Il y a un traitement très fait diversifié où on dit un mort dans tel quartier, à Marseille, à machin. On dit c'est lié au stup. Des fois c'est le cas, des fois pas, on ne vérifie pas. De toute façon, 24 heures après, le sujet il est oublié. Et il y a une déshumanisation totale des gens qui sont dans ces histoires-là. Il y a un épisode de cette série qui est tourné en prison. Mathieu et Adama sont battus pour obtenir les autorisations de filmer les visages des gens avec, bien évidemment, leur accord. Ils sont volontaires pour participer à ce documentaire. Mais parce que déjà, quand quelqu'un est flouté, qui témoigne avec sa voix déformée, c'est très criminalisant, c'est très déshumanisant. Alors ils sont en prison, on n'est pas en train de dire que ces gens-là n'ont rien fait. Ce n'est pas la démarche de ce documentaire, mais déjà on remet de l'humanité derrière cette histoire en disant que finalement, au-delà de la question judiciaire qui doit exister, tout le monde est victime là-dedans. Et ça, bon, il y a cette série, c'est de l'engagement parce qu'elle sert de support pour ces ateliers de prévention. On la raconte, on l'événementialise, on organise un événement, des projections. Il y a aussi plein de projections dans des cinémas, à plein d'endroits. Donc voilà. Et ensuite, on la raconte à nos lecteurs, ceux qui sont concernés par le sujet, mais aussi des lecteurs qui n'ont rien à voir et qui aussi vont soutenir Street Press quand on va faire notre campagne de dons à l'automne prochain. C'est à l'automne, comme presque tout le monde, qu'on fait nos campagnes de dons. On travaille avec Médiane qui nous accompagne et c'est une démarche très professionnelle aussi. On raconte ça, on dit regardez, cette année vous nous avez suivis, vous nous avez aidés, grâce à votre financement on a pu faire ça. Et regardez, l'argent que vous nous avez filé l'an dernier, il a permis que ces vidéos, elles soient vues des millions de fois en cumulé, qu'il y ait des dizaines d'ateliers qui existaient, qu'il y ait les newsletters sur l'extrême droite, et tout ça c'est notre rapport d'impact. Et la campagne de financement, c'est le moment où on rappelle à nos lecteurs tout ce qu'on a fait dans l'année et on leur dit c'est pour ça que vous nous souvenez. Et dernière chose, après je passe la parole, la première campagne qu'on a fait, c'était il y a 4 ans. On a fait une énorme erreur, on était tout seul, on a fait une campagne très image de marque. On a fait un super clip, hyper beau, on sait faire de la vidéo, je crois que c'est plutôt joli ce qu'on fait. Donc on a fait un truc hyper stylé. Je ne sais plus combien on a réussi à récolter, c'était nul, ça n'a pas marché. On s'est dit merde, les gens ne nous soutiennent pas, etc. Mais en fait, il y avait une énorme erreur dans le message. C'est bien de faire du beau, c'est bien de faire du stylé, de l'esthétique, du machin.
La campagne d'après, on a dit non, mais là, on a besoin d'argent parce qu'en fait, sinon, on va pas boucler l'année. Et là, les gens, ils ont compris l'urgence. Et donc maintenant, on fait des campagnes qui racontent qu'on a besoin d'argent pour financer, sinon on meurt. Et ensuite, qui disent avec votre argent, on va faire bouger les lignes. On va lancer une newsletter sur l'extrême droite pour faire chier l'extrême droite. On fait du journalisme, on est sérieux, nos infos sont reprises dans tous les médias de France et parce qu'on est rigoureux, mais on n'est pas neutre et les gens nous financent pour ça. Et c'est quand on a compris que c'était ce message-là qu'il fallait faire passer, et ben là, nos campagnes se sont mises à marcher. Et donc, comme vous n'aimez pas les fachos, allez nous donner de l'argent. Sur streetpress.com. Justement, là-dessus, Marie, la déferlante est un peu un moment clé aujourd'hui de son histoire avec la levée de fonds sur l'ITA. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et aussi comment vous racontez ça avec les lectrices et les lecteurs? Parce que vous avez aussi cette démarche où vous faites participer et vous racontez cette nouvelle étape. Oui, nous, ce qu'on constate depuis le début, c'est qu'effectivement, à chaque fois qu'on les sollicite, les lectrices et les lecteurs sont là. On ne l'a pas énormément fait, parce qu'on l'a fait pour la première campagne de financement participatif dont je parlais tout à l'heure. Et là, en fait, nous, on a estimé, on est quasiment à 11 000 abonnés, là, en 2 ans, pour la revue papier, plus les 5 000 à peu près ventes en librairie chaque trimestre. Et on a estimé que pour être à l'équilibre, pour que, même pas être bénéficiaire, hein, mais juste être à l'équilibre, il faut qu'on atteigne les 17 000 abonnés et les 40 000 ventes de revues et de livres chaque année en librairie. Donc une fois qu'on a cet objectif-là, en fait, on sait qu'il nous faut, on a estimé nos besoins en financement à peu près 800 000 €, sachant que nous, on a 0 pub, 0 contenu sponsorisé, etc. Et donc, il faut aller les chercher, ces 800 000 €. On en a déjà la moitié, puisqu'on a eu une subvention du ministère de la Culture de 150 000 €. On a eu également un prêt de 250 000 €, donc il nous reste 400 000 € à lever. Et on a réfléchi sur voilà, où est-ce qu'on va, comment on va aller chercher cet argent-là, quels investisseurs on a envie de voir rentrer dans le capital de la revue. Évidemment, on n'est pas allé vers les Kretinsky et les Bolloré, mais on s'est dit que nous, ce qui nous intéressait, c'était de continuer l'aventure collective et donc de solliciter nos lectrices et nos lecteurs, parce qu'après tout, c'est eux qui nous soutiennent le plus, quoi. Donc, et par ailleurs, on sentait depuis le début qu'il y avait aussi, on recevait régulièrement des messages de personnes qui nous disaient qu'ils avaient envie de nous donner l'héritage d'une tante transphobe, de nous aider concrètement, quoi. Voilà, donc on a lancé il y a exactement 1 semaine sur l'ITA, comme Tétu l'a fait avant, une levée de fonds participative inclusive. À partir de, le ticket d'entrée est à 100 €, donc c'est aussi important parce que ça veut aussi dire qu'à un moment donné, nous, on est des femmes, on est de gauche, on n'est clairement pas la cible des business angels et qu'à un moment donné, on va aussi dire, on fait rentrer dans le capital d'un média justement des femmes, des personnes LGBT, des personnes racisées. Et ça, c'est aussi super important. Oh là, c'est passé au rouge là, le truc carrément. Il reste 23 minutes. Ça va exploser. Voilà, et donc tout ça pour vous dire que là, on l'a lancé, on a notre objectif, c'est 300 000 € et on l'a lancé il y a 1 semaine et on était ce matin à 127 000 €. Donc c'est une super belle réussite, c'est très encourageant, on est très très heureuse de ça. Voilà, donc si vous avez envie de soutenir la revue, ça ne va peut-être pas durer si longtemps que ça, donc il faut prendre des parts maintenant. Et je voulais dire aussi autre chose sur la question de l'engagement, parce qu'il y a la question économique, mais il y a effectivement la question éditoriale dont parlait aussi Mathieu. Et très rapidement pour dire que nous, on a, dans le comité éditorial de la revue, on a une historienne qui s'appelle Bibia Pavard et qui nous a rapidement dit, mais vous savez que le courrier des lectrices, c'est quelque chose dans la presse féministe, dans la presse engagée, qui est aussi très important. Ça a été des pages très lues du Torchon Brûle dans les années 70, et donc on a rapidement, c'est-à-dire dès le numéro 2, mis en place un courrier des lectrices et des lecteurs. Et c'est un super endroit où on échange avec les personnes qui nous lisent et avec notre communauté. Et pour la petite anecdote, parce que c'est assez marrant, mais donc dès le 2e numéro, on a reçu un courrier d'une personne qui s'appelle Tal Madesta et qui nous disait à quel point notre revue était beaucoup trop binaire et qu'on n'avait pas du tout pensé à plein de choses. Et on a fait nos plates excuses en disant qu'effectivement, il avait raison. Et on lui a proposé d'écrire des chroniques dans la revue, ce qu'il a fait. Et c'est le premier livre qu'on a publié avec les éditions La Déferlante, puisqu'on se décline maintenant en maison d'édition. Et il vient donc de publier là, début avril La fin des monstres, récit d'une trajectoire trans. Et c'est Tal qui l'écrit, qui était donc notre premier courrier de lecteur.
Comme quoi, il faut vraiment toujours écouter sa communauté. Il y a des talents dedans. Merci beaucoup, Marie. Dan, je me tourne vers toi, parce qu'il y a pas mal de choses finalement en commun aussi, et dans les réflexions que vous avez Alors, je pense que par contre, par rapport à la déferlante et Street Press, on a une grosse marge de progression, je pense, en termes de levée de campagne, de levée de fonds. On a vraiment, on est encore tout petit, on est encore au début de l'aventure, nous. Mais pour le coup, nous, ce qu'on fait, c'est que donc on fait des campagnes pour chaque numéro. Alors, on en a fait une première sur une plateforme KissKissBankBank. La deuxième, on l'a fait directement sur notre site. Et après, on en a refait une sur une plateforme. Et l'idée, en fait, c'est... alors, je ne sais pas si le message, c'est le bon, parce que c'est vrai qu'en fait, nous, de façon très, très honnête, on n'est pas des businessmen, on n'est pas des... en fait, on est des passionnés de contenu. En fait, on adore écrire le fanzine, écrire les newsletters. Et en fait, si on pouvait faire que ça, on serait très content. Mais c'est vrai qu'à un moment, on se dit, bon, en fait, il faut que tout ça, ça soit payé par quelqu'un. Comment on fait? Bon, il faut idéalement que les gens le préachètent. Et moi, j'adorerais, par exemple, que les gens ne puissent que le préacheter. Et en fait, de leur dire, en fait, soit vous le voulez et c'est maintenant, vous le préachetez, ou soit après, vous ne pouvez plus l'avoir. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Alors, pas complètement, mais on essaie en fait vraiment, et aussi pour que ça soit cohérent avec notre démarche écologique, d'en tirer vraiment quasiment, alors un tout petit peu plus que ce qu'on a prévendu, et d'être assez rapidement épuisé, quoi. Donc le premier numéro, il est épuisé. Alors il en reste quelques-uns, parce que j'ai vu il était dans la librairie tout à l'heure. Donc je me dis, waouh, ils en ont encore ici, alors que nous on l'a plus, donc pas mal. Mais ouais, l'idée, c'est vraiment que ça soit épuisé. C'est que ce que je voulais dire aussi, c'est que la campagne donc de financement, les campagnes de financement payent l'impression. Et après, dans notre modèle, en fait, les salaires sont payés par des activités, un petit peu comme Street Press que tu disais. C'est que on fait aussi nous un peu de brand content. On travaille aussi avec des entreprises. Alors, on les sélectionne vraiment avec soin. On travaille surtout avec des institutionnels et donc des institutions publiques. Et donc, on fait de la création de contenu pour eux. Et ça, dans le modèle, c'est ce qui est censé payer les salaires. Et ce qu'on se dit, c'est que voilà, le fanzine aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher de faire du papier. Donc, c'est un gros coût finalement dans le modèle économique de chaque numéro. C'est une grosse partie l'impression. Et ça, on se dit en fait, c'est censé être payé, prépayé par les lecteurs qui préachètent. Et si voilà, le nombre de lecteurs correspond au nombre dont on a besoin, enfin au chiffre dont on a besoin, c'est bon, on part en impression. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, complètement, et surtout sur les choses que vous êtes en train de tester. Enfin, je pense que c'est pour celles et ceux qui étaient là dès ce matin dans les conférences médias, le côté test s'applique aussi aux médias. Et au début, on pense avoir une idée très précise de ce qu'on veut faire. Parfois, moi aussi, j'avais relu la première newsletter de la déferlante et de se dire, mais finalement, c'était plutôt réglo. Mais la réalité, quand on monte un média et qu'on le développe, c'est qu'en fait, on teste, il y a des trucs qui marchent pas du tout. Et au contraire, des choses où on se dit, en fait, ça marche très très bien et on aurait pu l'anticiper dès le début. Mais c'est parfois trop simple. Et je trouve ça hyper intéressant sur ce que tu dis d'être aussi franc avec la communauté pour dire, en fait, voilà ce qu'on est en train de monter. Vous voulez en être, allez-y. Sinon, en fait, ça sera trop tard. On va passer à la dernière intervention. C'est marrant ce que tu dis sur le test, parce que c'est exactement ce que je disais à Mathieu tout à l'heure. Enfin, moi, ça fait 10 ans que je fais de la presse. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on réinvente notre métier tous les jours, en fait, et qu'on trouve des trucs pour faire venir les gens, des nouveaux modèles économiques, des trucs de diversification pour payer la presse, parce qu'on ne veut pas arrêter de faire notre métier de journaliste. Et en fait, je pense qu'on est quand même un peu des warriors, hein, tous. Voilà. Et d'ailleurs sur la diversification, c'est assez intéressant parce que nous, c'est aussi ce qui nous fait vivre chez Tétu, et c'est l'excellente idée d'Albin. C'est Tétu Connect, c'est un think tank à destination des entreprises qui permet en fait qui organise un peu des conférences, des dîners, des petits déjeuners, toujours en présentant une thématique. Ça va être la transidentité en entreprise, le congé parental pour les couples homosexuels qui sont allés faire des GP à l'étranger, la PMA pour les lesbiennes, les thématiques du VIH, parce que c'est des thématiques qui sont très peu traitées, mais qui finalement ont une incidence aujourd'hui à l'heure où les mutuelles sont prises en charge par les entreprises. Il y avait l'histoire d'un expatrié en Belgique qui voulait avoir son traitement, sa trithérapie, et en fait il devait passer par une phase de coming out à son entreprise pour que la mutuelle puisse prendre en charge son traitement depuis son pays d'expatriation. Tout ça, c'est des questions auxquelles les entreprises sont confrontées tous les jours, et
ne sont pas formées. Et elles se rendent compte aujourd'hui, et on dira que peut-être c'est du pickwashing, peut-être, je ne sais pas, peut-être que c'en est pour certaines. La vérité, c'est que nous, on a une quarantaine d'entreprises qui sont hyper intéressées, avec qui on fait des choses, avec qui sont vraiment à l'écoute de tout ce qu'on a à leur dire, qui posent des questions quand on invite des personnes trans, quand on invite des parents d'enfants LGBT, quand on invite des couples de lesbiennes qui viennent parler de PMA. En fait, on a vraiment des gens qui sont à l'écoute et qui, après, mettent en place des protocoles dans leur boîte pour mieux accueillir les personnes LGBT. Et ça, c'est, si vous voulez, c'est un truc qui fait du cash, mais c'est encore une preuve d'engagement. Et c'est un truc qui change un peu le monde. Alors, parce que l'entreprise, c'est quand même l'endroit où on passe la moitié de son temps, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on est aussi hyper fiers aujourd'hui d'avoir un impact dans ces boîtes et on espère l'avoir encore plus. Et il y a autre chose, on est aussi... tous les ans, on fait un petit spot pour la journée de lutte contre les LGBT-phobies qui est diffusée sur France Télévisions. Donc c'était le 17 mai. Et en fait, ça aussi, c'est des choses qu'on arrive à créer, des partenariats avec des énormes chaînes qui finalement diffusent un spot de Tétu. Enfin, c'est quand même assez dingue. Donc aujourd'hui, on est hyper fiers de se dire qu'on touche la France entière à travers et qu'on a un vrai impact en fait à la fois sur le public de France Télé, à la fois sur les salariés de BNP Paribas ou de Capgemini ou que sais-je, et en même temps sur la vie de nos lecteurs, parce qu'on va faire chier les politiques pour leur demander des comptes et pour leur dire il faudrait changer ça. Voilà. Merci beaucoup. Oui, non, mais je vois, on a même 30 secondes d'avance avant les questions du public, quoi. On s'est bien rattrapé. Maxime, je sais que tu avais... 30 secondes. Ouais, voilà, je profite un petit peu de silence. Je sais que Maxime, tu avais une question que tu avais envie de poser par rapport à la communauté. Ouais, je vais au cas où, je vais demander à la salle s'ils ont des questions. Ou est-ce que vous avez des questions? Il y a une question là-bas. Et si jamais on n'a pas 15 minutes de questions, j'en ai une dernière. Sinon après on peut faire un karaoké. Oui, exactement. Oui, bonjour et puis merci à tous pour votre travail de journalisme engagé. J'ai une question pour Climax, en fait, une question un peu punk. J'ai compris que vous étiez à vos débuts, mais est-ce que vous pensez que Climax peut devenir le Vice News de l'écologie? Alors, merci beaucoup pour votre question et merci de nous lire. Alors, c'est vrai que Vice, pour le coup, c'est un modèle pour nous, en tout cas, la promesse de Vice à la base, c'était de faire un média indé et de raconter les choses différemment. Et pour le coup, ça nous a inspiré, même visuellement, ça fait partie de nos inspirations. Après, ce que Vice est devenu, je ne sais pas si nous, on a envie de le devenir. Cette espèce de multinationale qui lève, je ne sais pas, en tout cas qui est valorisée à des milliards et puis finalement qui est une sorte de coquille vide aujourd'hui. Comment ? Un peu moins en ce moment, du coup. En ce moment, un peu moins, mais qui a été, ouais. Mais, et du coup, je pense qu'on n'a pas envie de devenir ça. Mais en tout cas, c'est vrai que la promesse initiale de Vice, moi, quand j'étais plus jeune, ça m'a fait rêver. Ça fait partie des médias, moi, qui m'ont inspiré. Je me suis dit, waouh, enfin, un média qui me parle, qui raconte des choses de gens qui me ressemblent, ou en tout cas auxquels j'aimerais ressembler. Et avec ce ton très punk, mais qui est quand même un peu ancré dans les années 2000. Et aujourd'hui, il faudrait amener le truc plus loin. Mais voilà, donc pour répondre rapidement, c'est vraiment quelque chose qui nous a inspiré. Et j'espère qu'on va avoir un parcours pas aussi gros, aussi explosif que Vice. Mais si on peut aller un tout petit peu dans ce sens, on serait content en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, il y en a une là-bas. Tout d'abord, merci pour cette table ronde, c'est vraiment très chouette. Moi, j'avais une question. Vous êtes tous les quatre des médias très engagés, du coup. Comment vous faites pour gérer les haters? Parce que j'imagine qu'il doit en avoir pas mal, en vrai. Qui veut répondre? Nous, non. On est encore en dessous des radars de l'extrême droite. Et moi, je veux bien en parler parce que c'est mon sujet préf.
qui a conduit à un burn-out l'année dernière. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que c'est très dur à gérer et surtout la position. Alors, il y a les haters de l'extrême droite, mais il y a les haters de l'extrême gauche. Parce que le problème de Tétu, c'est qu'en donnant la parole à peu près à tout le monde sauf à l'extrême droite, parce que, bon, en fait, la vérité, c'est qu'il y a 30% des LGBT qui votent extrême droite aujourd'hui. Donc, nous, c'est une question qui a été assez présente à la rédaction. C'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est un magazine de gauche? Est-ce qu'on l'assume? Est-ce qu'on essaie de parler à tout le monde? Est-ce qu'on essaie de prendre de la hauteur? Ce choix a été fait, de prendre de la hauteur et d'essayer de représenter toutes les sensibilités politiques, sauf l'extrême droite, mais d'essayer quand même de ramener un peu les gens vers nous de ce côté-là, parce que c'est un peu tirer une balle contre son camp, enfin, selon nous. Mais donc tout ça pour dire qu'on est toujours trop macroniste pour l'extrême gauche, toujours trop d'extrême gauche pour les macronistes, et toujours trop PD pour l'extrême droite. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, c'est une sorte de flux continu. La gestion, on a tout essayé. On a essayé de répondre. On s'est rendu compte que ça nous énervait encore plus, qu'on n'en dormait pas. Donc, du coup, je pense que ignorer aujourd'hui, c'est la meilleure chose à faire, et c'est valable pour son compte perso aussi. Mais la vérité, c'est qu'on ignore, mais que ça reste quand même, et qu'on y pense la nuit, qu'on a l'impression que son travail est un peu jugé, qu'on a l'impression qu'on se demande, enfin je sais pas, moi je suis quelqu'un qui doute, alors je doute de tout le temps, donc c'est vrai qu'on se demande si on a eu raison, si on a fait le bon choix, si on est une bonne personne, et en fait à partir du moment où cette mécanique s'enclenche, je vous conseille de débrancher votre cerveau, parce que ça ne mènera à rien. Donc ouais, ignorer les haters, leur répondre parfois, ça nous est arrivé de faire des éditos et tout, et en fait on se rend compte que dès qu'on prend un peu position contre l'extrême droite, dès qu'on s'attaque, on s'est attaqué évidemment à Éric Zemmour l'année dernière, on s'est attaqué dès qu'on s'attaque à des gens qui nous taclent et qu'on prend la position publiquement, on se rend compte qu'on fédère aussi notre communauté derrière nous, parce qu'ils ont l'impression qu'on a du courage et qu'on parle en leur nom. Et en fait, on se rend compte que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait assez peu, mais quand on le fait, c'est toujours on sent que ça fédère davantage, et que les gens après sont remobilisés derrière Tétu, et que là on a notre rôle de média LGBT français, quoi, et que les gens sont plutôt soudés, quoi. Nous, je vais compléter, je suis d'accord avec beaucoup de choses que tu dis. Nous, les haters qu'on a, c'est quand même l'extrême droite principalement. En volume, parce que là à ce niveau-là on peut parler de volume assez conséquent. Pendant longtemps on a ignoré, et je pense que c'est la bonne solution d'ignorer, mais on a aussi invisibilisé le problème, c'est-à-dire qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas répondu, on n'a pas pris la parole sur le sujet, avec chacun gérant les choses à sa manière. Il y a ceux qui l'écartent, le cachent au fond d'un coin du cerveau, et ils essayent de ne pas y penser, ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'impact. Il y a ceux qui ne dorment pas trop mais qui ne le disent pas aux autres, etc. Et à un moment, on s'est dit, mais en fait non, on ne va pas ne pas le dire, on va en parler. Et tout à l'heure, j'ai parlé de l'enquête qu'on a fait sur les soutiens armés d'Éric Zemmour. On publie cette enquête. Le soir même, je suis sur le plateau de BFM TV pour en parler. Face à un porte-parole d'Éric Zemmour, donc c'est un petit moment sympathique. Mais le plateau, ça se passe bien, etc. Voilà, je connais assez le sujet, parce que je bosse sur l'extrême droite depuis une dizaine d'années, donc j'ai des choses précises à mettre en avant pour répondre. Puis je fais 2-3 médias comme ça pendant 24 heures. Et ensuite, pendant une semaine, 15 jours, je vais recevoir des milliers et des milliers et des milliers de messages de menaces de mort. Parce que un certain nombre d'influenceurs d'extrême droite, parmi les plus connus, Damien Rieu, Thaïs Descuffon, qui sont des stars de la fachosphère, qui sont des gens qui sont suivis par des dizaines ou des centaines de milliers de personnes, vont simultanément, dans le même quart d'heure, mettre des liens vers mes comptes sur leur chaîne Telegram. Donc je me souviens, je suis dans le taxi qui rentre de BFM, et là je commence à voir
j'avais un petit compte Instagram où je postais des photos que j'ai toujours, qui est fermé, mais où je postais des photos, genre là, je viens de poster une vidéo de l'éléphant, quoi, qui est un compte pour mes 20 potes, ma famille, et qui est sur Twitter. Voilà, j'ai un discours politique, c'est là où je m'adresse aux lecteurs et on dialogue là-dessus. Et d'ailleurs, c'est assez impersonnel. J'ai l'habitude d'être insulté, menacé sur Twitter, mais comme c'est le personnage public, je m'en fous. C'est la vie, ça fait partie du boulot. Mais là, c'était mon compte Insta qui était un peu planqué, quoi, mais il était ouvert. Voilà. Et je vois les chiffres de vues des 2 stories que j'avais fait ce jour-là, mais je me retrouve avec 2000, 3000, 5000 vues sur, je sais pas, ma photo à la con, parce que Insta donne des chiffres comme ça, et des messages de menaces, des trucs complètement délirants. J'avais pas mis de photos de membres de ma famille, sauf une photo. Alors, j'essaye de pas trop en parler, mais il se trouve que j'ai un enfant, et j'avais mis une photo de mon enfant floue. On voyait pas le visage, je me suis dit, bon, ça va, c'est flou. Et là, je commence à recevoir des menaces de mort visant mon enfant. Donc des trucs quand même assez hardcore. Et en fait, à ce moment-là, je dis, non, mais c'est pas normal de travailler, de subir ça. C'était peut-être aussi la première fois que ça m'atteignait un peu plus que d'habitude. Pourtant, j'en avais vu 2-3 autres, des menaces de mort. Mais... voilà, et à ce moment-là, on a décidé aussi de communiquer. Et c'est vrai que communiquer, de raconter tout ça, et d'aujourd'hui, je le dis assez facilement, je raconte cette histoire assez facilement, parce que derrière, ça fédère autour de nous, et c'est là où je rejoins vraiment ce que tu dis, où les lecteurs de Street Press, on reçoit beaucoup de messages de soutien, et ça fait du bien aussi. On reçoit du soutien. Oui, ça génère du don aussi, et c'est important, parce que ça nous aide à continuer, parce que si on n'a pas de quoi payer le salaire, on arrête. Ça me fédère les lecteurs, ça montre à quoi on sert, et les gens nous aident. Les gens nous aident aussi en nous envoyant des informations, en nous contactant, en nous disant il se passe ça près de chez moi, est-ce que ça vous intéresse? Et moi, c'est pour ça que j'ai pas fermé tous mes réseaux sociaux. J'ai un compte Instagram qui est aujourd'hui en privé, mais j'ai un compte Twitter qui est ouvert avec mes messages ouverts, parce qu'il faut que les gens puissent m'écrire. Il y a des gens tous les jours qui m'envoient des messages en disant « Ah, j'ai vu passer ça, j'ai telle info, dans ma boîte il se passe ça, je suis policier ». Je bosse beaucoup sur les violences policières. Moi, j'ai des policiers qui me disent « Moi, il y a des collègues, ils sont racistes, alors je peux pas le dire, machin, mais je trouve pas ça normal. Et donc, si vous pouvez faire quelque chose », ils nous envoient des messages, des gens partout en France qui nous écrivent pour dire qui sont nos yeux et qui sont le point de départ de dizaines d'enquêtes qui ensuite sont publiées sur Street Press. Et parce qu'ils voient que on subit ces menaces, heureusement tout va bien et je vais très bien dans ma vie, mais ils se disent bon, ok, eux, je vais les aider à ma manière, en faisant un don, en envoyant un message de soutien ou en envoyant une info. Et c'est pour ça, et je trouve ça aussi important de le dire, de ne pas le cacher qu'il y a ça. Merci Mathieu. Dan, je sais pas si Moi, je vais juste rajouter sur les haters de l'écologie, parce qu'il y en a. Alors, j'ai l'impression qu'ils sont moins violents que les haters de l'extrême droite. Mais il y en a quand même quelques-uns. Alors nous, Climax, on n'est pas encore assez gros, je pense, pour qu'il y en ait énormément qui nous insultent à longueur de temps. Je pense que des personnalités comme Camille Etienne ou d'autres, en fait, en font beaucoup plus les frais. Et de ce que je comprends, pour le coup, ils et elles reçoivent beaucoup de messages d'insultes. Mais moi, j'en ai fait un tout petit peu l'expérience l'année dernière, parce qu'avec Climax, on a sorti, en fait, au moment de la Coupe du Monde, on avait, nous, une réflexion autour du foot et de la Coupe du Monde. On se disait, bon, on aime bien le foot, mais en même temps, on n'est pas complètement d'accord avec cette Coupe du Monde. On trouve qu'il y a plein de choses à redire, qu'il y a des choses qui ne vont pas, notamment sur la partie climat. Et donc, on a monté un petit happening qui était à la base une blague. En fait, on a fait un atelier pour créer une télécommande universelle permettant aux gens d'éteindre les télés dans les bars. Et c'était vraiment une blague, en fait. C'était, encore une fois, avec le ton Climax, on se dit, voilà, on va parler aux gens qui nous lisent, on va leur dire, voilà, vous aimez peut-être bien le foot aussi, comme nous, mais si ça vous fait marrer, vous pouvez aller embêter un peu les autres, évidemment, tout en disant, ne vous faites pas taper dessus. L'idée, c'est pas de faire de la confrontation, du clash, c'est plus de créer la discussion. Donc, on fait cet atelier. Il s'avère que Le Parisien fait une vidéo sur cet atelier. Et donc, la vidéo commence à tourner un petit peu, et là, pour le coup, je reçois assez rapidement plusieurs messages sur mon Instagram perso, avec des gens qui me disent petit connard, on va te retrouver. Et moi, au début, j'avais même pas fait le lien, en fait. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait une connerie, peut-être, dans ma vie privée? Je sais pas. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Je sais pas. Et d'un coup, je commence à comprendre, parce que je vois plusieurs messages qui arrivent, qu'il y a un lien avec le foot. Et je vois que finalement, là, c'est vraiment... Et alors là, ce qui est marrant, c'est que c'est pas du tout des gens qui... Alors,
c'est pas des haters de l'écologie, c'est juste des gens qui sont tellement, pour lesquels c'est tellement important en fait cette passion-là, que pour eux c'était trop grave et en fait ils avaient besoin de m'insulter. Et ils avaient besoin, même il y en a qui, alors menace de mort, je sais pas, mais menace voilà, d'atteinte, de me taper et tout ça. Et alors pour le coup, moi j'avais un détachement complet parce que je trouvais ça tellement absurde que je me disais, mais je faisais des captures que je faisais tourner à mes potes, mais je me disais, c'est incroyable en fait de se dire qu'il y a des gens qui sont tellement à fond. Mais bon, voilà, j'imagine que c'est rien par rapport à ce que vous avez. Je sais plus, j'avais vu une étude qui disait que quand tu te cognes, tu dis un gros mot et que ça libère un truc dans le cerveau. De la dopamine. Oui, de la dopamine, et que du coup ça atténue un peu la douleur. Mais je pense que c'est exactement la même réaction quand les gens t'insultent sur Internet parce que justement tu leur éteins leur télé pendant qu'ils regardent le foot. En fait, ça leur fait très mal et ça atténue leur douleur. C'est juste que j'ai proposé qu'éventuellement on l'éteigne la télé, mais je l'ai pas éteinte. Mais bon, après je comprends, on peut être très fan de quelque chose. Alors je pense que dans ce cas-là, il faut quand même peut-être consulter, parce que quand on est tellement fan de quelque chose qu'on en vient à insulter tout le monde, c'est peut-être pas une bonne chose. Ça pose quand même la question de la santé mentale en France, qui est très mal considérée. Exactement. Est-ce que dernière question? Il faudrait répondre rapidement. Moi, j'ai une question, parce que là, on a parlé de tout le contenu que vous proposez pour vos communautés et ce qui fonctionne. Moi, j'ai une question, si vous pouvez répondre en une question. C'est quoi non, ouais, mais justement en une question, vous allez voir. Ce serait quoi la question que votre audience, votre public se pose pas assez, celle que vous-même vous couvrez pas assez, vous pensez ou c'est important pour eux de se poser cette question-là? Très compliqué comme question. Il aurait fallu qu'on prépare. Vous avez 4 heures. Est-ce que tu as un exemple? Moi, je sais pas. Je sais pas si vous en avez parlé avec Tétu, mais sur la question, je crois que tu avais un peu répondu sur est-ce qu'il y a encore un autre combat aussi clair que le mariage pour tous, par exemple. Ouais. Mais c'est vrai que nous, c'est quelque chose aujourd'hui où on essaye avec Tétu de fédérer une communauté qui est, comme je le disais, très vaste. Et c'est vrai que le mariage pour tous a fédéré, la PMA pour les lesbiennes. Un peu moins, ça a mis du temps, mais finalement ça a quand même fédéré. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un trou dans la militance parce que finalement il y a chacun voit un peu midi à sa porte et défend un peu son steak. Et c'est vrai que je pense qu'il est intéressant qu'on se pose la question. Et c'est vraiment quelque chose dont on parle souvent chez Tétu, prendre de la hauteur et essayer de définir c'est quoi la priorité. Et l'année dernière, on avait dit, après la PMA, en fait, ça doit être les droits des personnes trans. Et je pense qu'en fait, à partir de ce moment-là, notre rôle, c'est de matraquer pour que, jusqu'à ce qu'il y ait des évolutions, pour essayer de matraquer, je veux dire, on s'entend, en tout cas, de visibiliser les vécus des personnes trans, de leur faire de la place, de les mettre en couve, voilà, jusqu'à ce que tout un chacun, jusqu'à ce que les gays, les lesbiennes prennent conscience que c'est la continuité de leur lutte et qu'aujourd'hui, on a besoin d'une lutte commune et que c'est ça qui nous rassemble, c'est de bosser, de militer pour ses frères, ses sœurs et ses adelphes, quoi. Super. Je sais qu'on est arrivé au temps. En tout cas, on a au moins la réponse de Tétu. Je le remettrai l'année prochaine dans le doc. Comme ça, on aura le temps de refaire une deuxième session. Merci énormément d'être venu. Marine, si tu veux conclure. Oui, je voulais vous remercier et surtout pour celles et ceux qui sont dans la salle et celles et ceux qui verront la vidéo par la suite, allez visiter pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément ces médias et soutenez-les parce qu'en fait, défendre un journalisme engagé, ça coûte de l'argent et surtout si on veut que ces médias continuent de grandir, il faut les soutenir dans leur démarche, il faut en parler. C'est aussi pour ça qu'on voulait les amener devant vous aujourd'hui. Et aussi, c'est pour ça que si ces sujets vous intéressent, nous, on partage des conseils, on met en lumière des projets tous les 15 jours dans notre newsletter. C'est lao-mediane.org si ça vous intéresse. Et merci surtout au Web Today pour cette incroyable journée. Et merci Maxime. Merci. Merci beaucoup.